Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais à nouveau vous parler de cinéma italien, mais cette fois-ci une nouveauté sortie ce mercredi en salle en France, mais présentée au Festival de Cannes l'année dernière, Partenope, le nouveau long métrage de monsieur Paolo Sorrentino. Alors certes, peut-être l'un des plus grands réalisateurs italiens actuellement en activité avec Nanni Moretti, mais, et je préfère le préciser d'emblée, je découvre ici son univers sur le tard, donc ne m'en voulez pas si je ne fais pas forcément des liens ou des parallèles, ou si j'ai peut-être pas tout compris de ces, on va dire, prétentions, à travers ici la narration de mon avis, de mon ressenti sur, on va le dire, un Bruno assez particulier qui réunit au casting autant, bon, il y a beaucoup d'acteurs, actrices qu'on connaît, mais une débutante sur le papier, même si elle a déjà eu un petit rôle dans son précédent, à savoir Celeste Dalla Porta qui joue Partenope jeune, mais on la voit aux 3/4, voire au 4/5 du temps. Sa version âgée à la fin est jouée par Stefania Sandrelli, une des grandes actrices italiennes depuis un petit moment, je l'ai vue dans des films anciens ou récents. Mais bon, elle fait coucou, mais elle est là quand même dans le rôle principal. Il y a aussi Gary Oldman. Qu'est-ce qu'il vient faire ici Gary Oldman? Il joue John Cheever, un écrivain un petit peu tourmenté. Il y a aussi Silvio Orlando, un grand acteur italien également, que justement j'ai vu dans le dernier Nanni Moretti. C'est aussi les présences de Luisa Ranieri, qui joue une actrice un peu bizarre, Pepe Lanzetta, qui joue un cardinal un peu bizarre, ou encore Isabella Ferrari. Ça c'est pour les principaux. Pour donc une sorte de drame faussement biographique d'une personnalité qui n'a jamais existé, mais qui est l'allégorie, Partenope, de la ville de Naples. Et de ce que je sais, Sorrentino est originaire de Naples, c'est sa ville, il la tient vraiment dans son cœur, et beaucoup de ses films se déroulent à Naples. Donc, voilà, notamment le dernier, La main de Dieu, Maradona, Naples, bon, parce que c'est un des joueurs de Naples. Le football reviendra ici. D'ailleurs, pour un petit clin d'œil, mais qui en dit long. Sauf que Partenope, ce n'est pas que la ville de Naples, c'est aussi le nom d'une des sirènes à qui Ulysse aurait résisté, je ne sais pas. Donc dans la mythologie grecque, et on voit l'idée ici. Et on va suivre donc l'existence de cette femme virtuelle entre sa naissance, 1950, et donc de nos jours. Carrément, avec plus ou moins d'ellipses longues, sur des scènes qui durent plus ou moins longtemps selon les années. Et donc Partenope, elle a une particularité, c'est que très jeune, elle a été observée de près, dans le sens où sa naissance s'est faite sous les yeux de son frère, du meilleur ami de son frère, deux hommes qui vont être, je reste vague pour l'instant, mais très proches d'elle. Il y a une sorte de commendatore aussi qui débarque là, telle sorte de fan de la monarchie, un truc de Versailles. Là. Bon bref, quand elle vient au monde dans l'eau, près de Naples, et ben forcément, tous les yeux sont rivés sur elle. Et quand elle va grandir, elle va avoir une grande beauté. C'est ainsi qu'elle est présentée. Et donc, beaucoup d'hommes vont tomber à la renverse, aussi bien au sens propre, au début en tout cas, qu'au sens figuré. Elle va faire tourner des têtes, Partenope, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est d'être une femme libre. Et elle est très intelligente. Et elle veut donc faire une thèse, je sais pas quoi. Elle veut savoir ce qu'est l'anthropologie. C'est vraiment sa quête ultime. Elle a ce professeur-là qui va l'aider, ou pas, qui va essayer de la mettre sur ce chemin. Et donc Partenope doit exister. Pas facile pour elle face au regard des autres, face à ce monde très étrange. Elle est quand même d'une famille riche qui l'entoure, et pas forcément pour les meilleures intentions. Elle veut aussi devenir actrice, il y a tout un truc. Enfin, il y a une idée évidemment très forte autour de l'art, parce que je pense que Sorrentino aime beaucoup mettre en scène l'art à travers son art, ça se sent. Et aussi un discours sur le temps qui passe avec une forme de mélancolie, je dirais même de la nostalgie. Le film fait un peu regard sur le passé. N'y voyez aucun message progressiste ou social, il n'y en a pas. Vraiment pas en fait. Et c'est pas un film féministe pour autant non plus, parce que même si on pourrait croire qu'il déconstruit justement le male gaze autour, il l'utilise beaucoup aussi. J'avoue que je ressors de là un peu circonspect dans le sens où j'ai l'impression que, bon, j'ai pas choisi cela, enfin si, c'est mon choix, je l'ai vu au cinéma, je voulais quand même un jour voir un Sorrentino en salle, si possible, mais j'aurais peut-être dû voir ces films, enfin au moins quelques-uns de ces films préalables avant.
peu importe, des fois, hein, on découvre un réalisateur avec son premier, son 10e film, son nouveau qui sort en salle, il n'y a pas de règle en soi, on peut toujours revenir derrière, faire des ponts, c'est pas dramatique. Je ne me considère pas comme un analyste voilà, précis, ou quand vous devez écrire, faire des trucs, voilà, bon, vous devez vous intéresser forcément à ce qu'il a pu faire avant, en cochant une sortie à venir, vous essayez de regarder au moins quelques films avant pour pouvoir quand même connaître le monsieur ou la dame derrière la caméra et ou l'équipe technique derrière. Sauf que là, non, j'y suis allé très vierge, si ce n'est que je savais ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai failli voir son biopic sur Silvio Berlusconi, qui devait pour le coup être beaucoup plus politique dans le sens satirique sur la société. Mais bon, j'avais compris qu'il était en deux parties, avec une partie, l'autre allait être diffusée des semaines après, je ne savais pas si j'allais pouvoir la voir, enfin il y avait tout un délire là-dessus, donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai pas vu la main de Dieu entre-temps. Là, j'ai sauté le pas, et j'avoue que j'ai pas été désarçonné non plus, parce que tu sens que Sorrentino, c'est un véritable héritier de ce cinéma italien que j'aime beaucoup. Hein. Encore très récemment, j'ai parlé de Fellini, je pense qu'il aime beaucoup Federico Fellini, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un truc où on voit que, c'est pas qu'il fait des références, mais il convoque une sorte d'âge d'or du cinéma italien, du moins ici, et il le regarde avec nostalgie et mélancolie, tout en ne faisant pas forcément non plus une copie. Il en fait presque une forme de pastiche indirect dans le sens où, tiens, voilà, ce cinéma qu'on pouvait faire avant avec une certaine grandeur très artistique qui joue avec la réalité mais un petit peu ailleurs quand même, est-ce qu'on peut le faire encore aujourd'hui? Oui et non. Non, pas vraiment, hein, c'est dépassé, mais oui si on pousse les potards à fond. Et tu te demandes en fait où il veut en venir, Sorrentino. Je pense qu'il y a des choses à gratter, que c'est beaucoup plus en mode dualité que ce qu'on pourrait trouver comme message, parce qu'on peut très bien sentir que ce film serait misogyne. Hein. Je peux le comprendre, et j'ai des moments où... Bon, voilà. Mais j'essaye d'avoir du recul tant que j'ai pas vu d'autres de ses films. Voilà, vous pourrez me dire en commentaire si ça colle un petit peu avec ce qu'il a pu faire avant. Mais bon, cette idée de cinéma de vieux papa, un peu, avec des regards lubriques, qui quand même... Oui, il peut être, on va dire, critiqué par moments, mais pas forcément tout le temps, et ça va pour moi pas assez loin si vraiment ça se veut être contre cela. Ça suffit pas d'écrire une femme intelligente qui veut sa liberté. Il y a des moments, il y a certaines scènes où c'était peut-être pas utile. Je parle même pas des scènes olé olé, oh là là, sacrilège, qui ont dû faire scandale en Italie, c'est pas grave, ça je m'en fiche. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir un coup de pied derrière, et pourquoi pas. Mais je trouve que ça arrive un petit peu quand même un cheveu sur la soupe, plus d'un moment. Une scène de sexe, un moment devant des gens, t'as l'impression qu'il y a une mise en scène dans la mise en scène. Là, ça peut être félinien, ça. Il y a un moment très félinien où il y a des gens qui voient deux jeunes qui font donc l'amour. Et plus tard, bon, avec le cardinal, tout ça. Bon. Mais justement, je pense qu'il y a une idée de dérision peut-être derrière, parce que en convoquant la magnifique beauté de Partenope, Sorrentino, il veut aussi désacraliser le sacré. Il veut aller dans le sacrilège tout en, je pense qu'elle est là, cette dualité, tout en mettant en beauté, en avant la beauté, pardon, du coup, de cette femme qui représente Naples, et donc la beauté de sa ville et des lieux autour qu'il a arpentés depuis tout petit, probablement. Sorrentino, hein, le monsieur, son nom de famille vient clairement du fait qu'il est l'habitant d'une sorte d'un des quartiers ou des banlieues de Naples. Hein, parce que ça, hein, Sorrentino, il est sorrentinien, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Donc oui, il porte cet ADN en lui jusqu'à son patronyme. Et c'est vrai que, bon, il y a des moments où on est dans le burlesque, et même dans le maquillage de certains personnages masculins surtout. Je parle, bon, pas le professeur qui est le seul presque qui a l'air, enfin, le seul, on va dire, personnage âgé, d'un certain âge, on va dire, normalement montré à l'écran, mais vous avez le cardinal ou le commendatore, là. Je me demande même s'il n'y a pas un acteur qui joue deux rôles, parce qu'ils sont tellement grimés qu'à un moment tu peux te poser des questions. Ah ouais, en poussant le délire. On voit qu'il veut faire une critique de la haute bourgeoisie quasi noblesse d'une vieille Italie. Visconti aurait peut-être aimé cela, je ne sais pas. On voit qu'il veut aussi tirer un peu à boulet rouge sur le clergé, etc. Et puis vers la fin, il y a une autre créature, il y a une autre personne, hein, c'est un humain, qui est représenté de façon très frontale. Et sur le moment, j'étais là, waouh! Alors je comprends faire le contrepoint avec la beauté et tout, mais elle est où la vraie beauté? Elle est intérieure, elle est dans ce qu'on peut comprendre ou pas des gens, justement. Mais paf, comme ça. Ça manque peut-être de subtilité où je ne vois pas quel est le message par moment. Tu as l'impression qu'il y a des scènes qui sont plus ou moins gratuites. Et je pense que le film se regarde filmé aussi. Enfin, le metteur en scène se regarde filmé. On est dans la forme de la forme, alors c'est super bien. Hein.
Il y a des magnifiques plans, des scènes qui veulent dire des choses hein, sur la façon dont elle est un peu perdue, mais qu'elle veut s'imposer quand même. Il y a cette idée-là, elle vit un drame personnel. Il y a cette idée aussi que, bon, elle a le meilleur ami de son frère qui, visiblement, niveau des classes sociales, ça serait, je crois, le fils d'une des gouvernantes. On n'en fait rien. Hein. Et donc, il y a le frère, bon, mais quand même, ils s'assemblent. Une sorte de triangle amoureux bizarre, là, il se passe. Sur l'île de Capri, il va y avoir un drame, un moment, hein, je laisse ça vague. Et pour le coup, pour elle, après, comme le chantait Hervé Villard, Capri, c'est fini. Hein. C'est la fin un peu de l'innocence. Il y a un peu de cette idée. Et derrière, donc, elle essaye de pousser. Elle a cette quête en l'anthropologie, comprendre ce qu'est, hein, ce que c'est. Bon, il faut peut-être s'intéresser à ce qu'a dit Billy Wilder, à un moment, visiblement. Est-ce qu'il y a une réponse ? Je n'ai pas la référence sur ce que Billy Wilder a pu dire à ce sujet. Le professeur le cite. Peut-être dans un des films de Billy Wilder. Là, je vois pas de suite. J'en ai vu quand même quelques-uns, mais bon. Il y a des zones d'ombre, en fait. Que ce soit dans les références ou dans le cinéma même de Sorrentino. Donc je vais vraiment me garder de dire que le film est une sorte de produit de gros réac, misogyne, conservateur. J'en sais rien, en fait. Et je pense qu'il y a des zones grises et peut-être une forme de dualité qui fait que ça peut être l'inverse. Mais la façon dont il me l'a montré là, sur cette découverte, ça ne m'a pas convaincu. Je préfère le dire, je suis ressorti de là un peu énervé sur certains moments. Ah oui, c'est beau, hein, magnifique écrin, c'est coproduit par Yves Saint-Laurent, ça ne s'invente pas, donc ça pourrait être des pubs d'Yves Saint-Laurent, par moment. Enfin, société de production Yves Saint-Laurent. Hein. Voilà. C'est franco-italien, du coup, dans la production. Bon, mais c'est vrai qu'il y a l'écrin, un peu de la vacuité, peut-être du temps qui passe, de la nostalgie, de la vie qu'on n'arrive pas à vivre parce qu'on a des capacités, mais on nous voit tel qu'on est, alors qu'elle aimerait qu'on voit son intelligence intérieure. Il n'y a que le professeur qui fait cela. Mais c'est très vain, justement, cette vacuité. Et du coup, le cinéma qui parle de la vacuité, c'est peut-être intéressant, mais à certains moments, intégrons-le avec ce qui se passe. Et alors, hormis la fin, donc avec le sacre de Naples, qui a gagné un Scudetto en 2023, ou enfin elle regarde les vrais gens. C'est pas un spoil, c'est comme ça, hein, c'est la fin du film. Ça vous dit rien en fait, hein, je le dis là, c'est pas grave. Et hormis une sorte de, je sais pas si c'est une révolte étudiante qu'on voit à un moment, mais elle est là, elle regarde pas, elle se morfond à ce moment-là, pas peut-être en paix. Je trouve que justement c'est une femme qui, pour essayer de comprendre l'anthropologie et en quête de liberté, ne s'intéresse pas suffisamment au monde réel qu'il y a autour d'elle. Parce qu'elle est prise dans une sorte d'allégorie que le réalisateur, d'ailleurs, fait autour d'elle. C'est-à-dire que finalement, on va avoir des interactions qu'avec des gens qui sont caricaturés, faux, ou qui représentent des arcanes, ou des gens un peu paumés, mais paumés quand même, comme John Cheever, qui sont pas dans un contexte de réalité ultime, quoi. Donc le film n'arrive pas à capter le réel. Et pourtant, il y a la place. Et ça me dérange, mais je pense que Sorrentino, il n'a pas voulu capter le réel. Bon, ben c'est son choix artistique. Il a sublimé Naples, pour lui c'est une sorte d'endroit sacré, où il y a du sacrilège à faire sur, voilà, des moments, un truc de San Gennaro, tiens, ça rappelle Voyage en Italie, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que cela. Oui, c'est quand même un moment, ce qui se passe sur la relique de San Gennaro, oulala, je crois qu'en Italie ça n'a pas plu. Ok, d'accord. Et je ne sais pas trop où il se situe, hein, Paolo Sorrentino. Mais bon, pour cela, je découvrirai l'un de ses films, probablement, et je le reverrai. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, si peut-être certains de ses films préalables pourraient m'aider à mieux comprendre, avoir les clés de son cinéma. Parce que pour l'instant, je suis assez circonspect, et donc, c'est pas que je suis déçu. C'est comme ça. Voilà. Le premier contact avec Sorrentino n'a pas pris totalement. C'est pas un mauvais film, hein, du tout. Hein, sur le plan cinématographique, il y a des choses passionnantes à analyser, à voir, mais il me manque clairement les intentions. Peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Peut-être que juste il veut faire un film sur son art, l'art en général, et sa ville. Et donc il la met en abîme ici avec la mythologie, tout ce qui peut aller avec. Bon, ok. Un film sur la beauté, mais la beauté, des fois, elle côtoie autre chose que la beauté. Mais peut-être que c'est aussi la beauté, c'est une forme de beauté. Tout est beau, en fait. Peut-être que c'est ça avec Sorrentino. Tout peut être beau, même ce qui peut paraître, c'est beau. Mais le sacrilège aussi peut-être est beau, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Donc, à vous la parole en commentaire, on en parle, on échange dessus, et je vous dis à la prochaine, ciao.